Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur les traces des chevaliers pendant les joutes et les tournois, qui était un champ de bataille miniature, sorte d'entraînement pour la guerre. Le tournoi n'a jamais eu l'image figée que le cinéma a souvent donnée. Tout au long du Moyen Âge, ces règles n'ont cessé d'évoluer. Mais son nom reste définitivement attaché à la puissance des chevaliers féodaux, progressivement organisant tournois. La joute était un combat médiéval d'hommes à cheval qui luttaient au moyen d'une lance l'un face à l'autre, occupation préférée des nobles du Moyen Âge. Les tournois connaissent dès la fin du XIIe siècle un essor extraordinaire en France, avant de se propager dans le Saint-Empire et en Angleterre. Il s'agit de combats ritualisés entre deux équipes en race campagne qui doivent capturer les membres de l'équipe adverse afin de récupérer des rançons et ainsi s'enrichir. Chose qui a rendu célèbre un certain Guillaume le Maréchal, et plus tard les tournois se transforment en joutes, opposant les chevaliers se mesurant par paires, au cours de fêtes chevaleresques données au XIVe siècle en l'honneur des dames, au cours de cérémonies, mariages princiers et autres réceptions. Vous voulez en savoir plus sur les joutes et les tournois? Venez avec moi. Le décès du roi de France Henri II lors d'un tournoi en 1159 marque à la fois la fin de la coutume chevaleresque largement répandue sur une période de 5 siècles. Le terme tournoi fait immédiatement référence au choc entre deux cavaliers, lancés au galop et le bruit de leurs lances qui frappe l'écu, ce qui fut le cas, car ce genre d'affrontement est une joute. Livres d'images, récits, films ont popularisé le tableau, très vite devenu classique, de ces guerriers richement anarchés, faisant la parade devant les dames admiratives. Pourtant les historiens et la littérature ont toujours fait peu de cas de ces affrontements. Les premiers parce que les récits sont rapportés par les romans courtois et qu'ils refusent de considérer ces textes comme des sources sérieuses. Les seconds, parce que la peinture des sentiments et la science de l'intrigue font presque seuls, à leurs yeux, l'attrait des romans. Une exception récente est fournie par Georges Duby, qui a analysé les rites guerriers de l'époque féodale dans sa présentation du Dimanche de Bouvines. Affrontements brouillons, de batailleurs en quête de guerre dans les débuts, ils deviennent au XIIIe siècle des rencontres organisées, où le jeu de la lance détrône l'art de manier l'épée, puis des fêtes mondaines où le souci de paraître l'emporte plus que jamais, pour finir par n'être plus que des mises en scène au temps du roi Roné, 1409-1480, et de son livre des tournois. Sur leur aume, les chevaliers arboraient leurs symboles. Chaque chevalier qui défiait un autre indiquait le nombre d'affrontements qu'il prévoyait de faire avec son adversaire. Les écuyers tenaient à disposition des lances de rechange pour remplacer celles qui se brisaient pendant le combat, ce qui n'était pas rare. Le terme tournoi vient du verbe tournoyer, lui-même issu de tourner, du latin tornare, travailler autour. Il apparaît pour la première fois comme un combat d'apparat entre deux groupes de chevaliers rivaux en 1170 dans le roman Érec de Chrétien de Troyes. Dès lors, le mot tournoi sera utilisé pour qualifier toutes sortes de jeux chevaleresques. Au Moyen-Âge, le tournoi regroupe diverses épreuves. Lors d'un tournoi, il y avait des combats à pied, à l'arme individuelle, des prises de tours, des jeux d'adresse à cheval, tels que la quintaine pour les écuyers et des mêlées à cheval pour des combats à la batte ou à l'épée neutralisée. Épreuve particulièrement spectaculaire, elle se déroulait le plus souvent dans un espace ouvert et dans des enclos au XVe siècle. Durant la quintaine, le cavalier est précipité au galop. Le jouteur doit donner un coup de lance violent contre la cible dotée d'un haubert et d'un écu pour la renverser, la visant juste en son milieu.
Si le jouteur ne frappe pas d'aplomb, on ne rompt pas sa lance et il risque d'être désarçonné, ridiculisant devant l'assemblée le cavalier. Les chevaliers simulaient de véritables batailles rangées devant un public émerveillé. Le terrain pouvait être situé sur les marches de 2 principautés, mais également entre 2 villages. Les terres cultivées, les habitations étaient ainsi épargnées. Le héros d'armes à la trompette annonce les armoiries des chevaliers entrant dans la lice au pas. Les tournois jouent un rôle important dans la naissance des armoiries au XIIe siècle. Des armes spéciales étaient employées pour jouter, tel le aume à bouche de grenouille, utilisé seulement lors des tournois, n'ouvrant un champ de vision au chevalier que lorsque celui-ci se penchait en avant sur sa selle. Sa lance à l'horizontale. Ce type de aume ne présentait en effet aucune utilité sur le champ de bataille. Les nobles aiment à se distinguer les armes à la main, affrontements pour lesquels ils s'entraînent quotidiennement dès leur plus jeune âge. Exercice formateur pour les joutes, la course à la bague, voie d'habiles chevaliers visés à un anneau fixe à un poteau. Les seigneurs encouragent aussi le tir au papego ou la lutte qui figure comme intermède dans les fêtes d'armes. Pour la sûreté et défense du royaume, un édit du roi Charles V en 1369 proscrit les dés et autres jeux privilégiant les exercices d'arc et d'arbalète plus convenables pour leur caractère militaire. Apprendre la guerre en s'amusant, c'est ce que font les jeunes garçons de l'aristocratie, qui pratiquent l'escrime à cheval, le maniement des épées en bois. Les cours des châteaux sont des écoles où l'on forme les jeunes sportives, qui doivent acquérir souplesse, agilité et vigueur. Ils pratiquent la course à pied, le lancer de pierre ou de javelot, les sauts en hauteur ou toute armée, la lutte au bâton ou à l'épée, qui sont des divertissements préparant à la guerre. Pratiqués régulièrement à la Saint-Jean, à Pentecôte ou dans les grandes circonstances, mariage princier, cours plénières, les jeux d'armes se déroulent au XIIe et XIIIe siècle sur un immense champ d'exercice mettant aux prises 2 groupes armés avec leurs chefs et leurs soldats. Au cours de ces batailles rangées, on s'affronte à armes réelles avec épée, lance et masse d'armes, en équipe de province à province. Chevaux et cavaliers se rangent sur 2 lignes pour la manœuvre à exécuter. Au signal donné par les trompettes ou par la cloche du tournoi, les troupes chargent dans un grand fracas de masses d'armes et d'épées. Parfois les tournoyeurs mettent tant d'ardeur à l'affrontement qu'ils en oublient la dimension sportive et que des combattants y laissent leur vie. Le duc de Bretagne, Godefroy Plantagenet, meurt à 28 ans d'une blessure reçue lors d'un tournoi donné en son honneur en 1186. Cette expression résume les tournois mêlés où l'enjeu n'est pas seulement sportif. On y fait des prisonniers dont la rançon se monnaie chèrement et les chevaux richement harnachés, ainsi que les armes des vaincus appartiennent aux vainqueurs, représentant un commerce fort lucratif qui donne lieu à des controverses sur le terrain. Certains chevaliers profitent de la confusion pour s'enrichir. Nombre de barons et seigneurs se sont ruinés pour parader dans ces fêtes. C'est pourquoi le concile de Clermont condamne en 1130 ces jeux détestables et mercantiles. Le temps où se bâtir à grands coups d'épée seigneurie et principauté est passé. Le XIIe siècle, sans être totalement pacifique, est une période d'organisation. La guerre y est moins fréquente, les tournois sont donc un exutoire pour une chevalerie en pleine expansion. On les organise chaque année au printemps dans le nord-ouest de l'Europe, beaucoup plus qu'ailleurs, en Italie, dans le Saint-Empire, en Angleterre. L'Église, qui offrait avec la croisade l'occasion de tourner contre les ennemis du Christ un excès d'énergie, manifeste dès 1130 une réprobation furieuse contre ces foires où l'on faisait si peu de cas de la vie des créatures de Dieu. Le tournoi était un sacrilège, comme vous en doutez. Elle refuse donc de laisser mettre en terre chrétienne le corps de ceux qui mourraient en tournoyant. Rien n'y faisait. Ainsi, le comte de Hainaut vient faire après Noël 1171 un tournoi entre Bussy et Châlons-sur-Marne avec 80 chevaliers. Puis parcourt la Brie un mois durant. Une fois passé la Pâque de 1172, il court en Bourgogne un tournoi avec 100 chevaliers. Il résiste vaillamment à la troupe du comte de Nevers, grâce à des écuyers et à des hommes de pied improvisés, chevaliers. Il combat à nouveau à Rethel au retour de son voyage.
Quelle motivation faisait donc courir ainsi ce comte en Champagne et en Bourgogne, sinon la jouissance de l'affrontement guerrier? C'est en revanche l'appât du gain, faute de responsabilité seigneuriale, qui pousse Guillaume le Maréchal, comme tant d'autres jeunes de son époque, à aller de tournoi en tournoi, accumulant les victoires, les chevaux gagnés, les rançons, dans l'attente et l'espoir d'un beau mariage et d'un riche héritage. Ce qui fonctionne, car Guillaume le Maréchal, comme vous le savez, est surnommé le meilleur chevalier du monde. Le poète Jacques Bretel évoque en ses récits les tournois de Chevancy, l'évolution de la société chevaleresque, les combats menés à bride abattus, en plein champ, se transformant en un élégant sport pratiqué en espace clos, sous les tribunes des spectateurs. Ces gradins décorés avec magnificence de tapisseries, écussons, pavillons et bannières accueillent princes, dames et demoiselles, parés de leurs plus beaux atours. Les combattants, rois d'armes et écuyers, font une entrée solennelle avec leur emblème et leur aume extravagant aux dimensions exagérées. Le cimier, sorte de panache surmontant le casque est orné de motifs variés, animaux héraldiques, cornes, branchages, plumes de paon ou d'autruche, rehaussé d'une bannière, le lambrequin, flottant au vent. Les chevaliers affichent des couleurs vives, le rouge, le vert, le bleu sur leur écu, leur bannière roule à housse des chevaux. On ne tournoie pas pour s'enrichir, mais pour montrer son adresse et son rang, avec tout le panache nécessaire. La mise en scène est celle des romans courtois dont la noblesse cultive le goût nostalgique. La veille du tournoi a lieu la revue des épées, bannières et aumes, où l'on rappelle les lois chevaleresques. Les chevaliers se présentent le jour dit, précédés de leurs ménestrels, de trompettes et suivis de leurs écuyers. Les bannières de l'appelant sont apportées et plantées dans les lices. Les deux équipes combattent jusqu'à la retraite, sonnées par les trompettes. Le prix des vainqueurs est décerné par la reine du tournoi accompagnée de ses demoiselles d'honneur, du roi d'armes et des juges. Le désir de plaire aux dames n'est pas étranger à la mise en scène des tournois. Déjà au temps des troubadours, les chevaliers se prêtent au jeu d'amour courtois. Les champions vont tournoyer dans l'espoir de séduire une belle héritière. La rencontre sportive devient un lieu de séduction. Selon le chroniqueur Jean d'Auton, les dames étaient emparées à un tournoi tenu en 1507 à Milan en présence du roi Louis XII. L'élément amoureux est évident dans la coutume des dames qui offrent leur faveur à leur chevalier préféré. Il s'agit d'une écharpe, d'un voile, d'une manche. Certaines robes sont pourvues de manches cousues de manière à s'en détacher pour cet usage, ou autre parure dont l'élu orne le haut de son casque, son écu ou sa cotte d'armes. Dans la frénésie des combats, les dames offrent tant de parures aux chevaliers qu'à la fin elles se retrouvent nu-tête, avec leur cotte sans manches. En juin 1559, de brillantes fêtes chevaleresques sont données à l'occasion des mariages de Marguerite, sœur du roi, avec le duc de Savoie, et d'Élisabeth de France avec Philippe II, roi d'Espagne. Les lices sont établies dans le quartier Saint-Antoine devant l'hôtel royal des Tournelles. Le 30, après avoir couru plusieurs joutes, le roi, portant les couleurs de sa maîtresse Diane de Poitiers, décide, malgré les prédictions de l'astrologue Nostradamus, de s'accorder une dernière lance de revanche contre le comte de Montgomery. Malheureusement, la lance de l'adversaire se rompt et transperce la visière d'Henri II, traversant son œil de part en part. Le roi agonisera pendant 10 jours dans de grandes souffrances. La mort tragique d'Henri II précipite le déclin de ces jeux si prisés de la noblesse. Comme on l'a vu, les enjeux des tournois et des joutes en sont parfois courtois. On se bat pour une belle ou sa couronne de fleurs, pour de l'argent et parfois aussi symboliquement, mimant ceux d'un véritable duel ou d'une guerre en version réduite. Outre l'entraînement militaire, il est l'occasion de faire preuve de sa valeur, et pour les meilleurs combattants de s'enrichir, grâce aux armes des chevaliers vaincus et en rançon versée par les prisonniers. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.